organisé par la société donc Home Energy Solutions. Je suis Julien. Je vais être à la catégorie questions pour gérer un petit peu vos questions, puis les poser à Monsieur Al Kossong qui travaille également pour HCS et qui va faire cette présentation. Donc, j'essaierai de pouvoir introduire vos questions au fur et à mesure du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la technologie et dimension sur le hors réseau, le off-grid, avec un point un peu plus approfondi sur les batteries. Donc je vais laisser la parole à Al, si tu es là, pour pouvoir commencer cette présentation. Merci. Oui, merci Julien. Donc aujourd'hui, deuxième et dernière session. Merci à vous tous d'être venus. Donc cette deuxième journée, j'ai voulu finir la première journée, j'ai mis le lien de la présentation vidéo dans la section chat. Donc sur votre panneau qui s'affiche sur votre droite, vous avez un lien sur la première vidéo pour vous rappeler toutes les règles sur le dimensionnement de systèmes connectés au réseau. Et aujourd'hui, donc, je n'en parlerai pas. On va faire le hors réseau. Euh, il se peut que j'utilise des mots en anglais. Donc, le mot hors réseau en anglais, c'est off-grid. Désolé pour l'Office de la langue française au Québec. Je trouve que ça sonne beaucoup plus rapidement. Alors, excusez-moi pour le langage. Je vais alterner entre les mots hors réseau et off-grid et ça signifie la même chose. Donc bienvenue. Aujourd'hui, je vais globalement conserver le même, juste un instant, petit souci, conserver le même plan de présentation. Donc que celui de hier, on sera moins perdu. Juste une présentation rapide pour les nouveaux d'aujourd'hui, HES, qui nous sommes, HES PV, le plus ancien et le plus grand, le plus vaste réseau de distribution de solaire au Canada, avec des entrepôts à Victoria, Vancouver en Colombie-Britannique, Calgary et Edmonton en Alberta, et puis Barrie en Ontario, et Montréal moi-même pour le Québec et les provinces maritimes. Donc on s'affiche tout au Canada. Donc on fait le service de distribution et évidemment quelques phases d'ingénierie et de la formation à l'intention de nos revendeurs et d'autres professionnels, que ce soit des institutions ou des firmes de génie ou des installateurs. Donc nous sommes vraiment spécialisés dans le solaire et nous nous adressons à des revendeurs, des projets commerciaux, industriels, voire des professionnels du monde des VR ou des systèmes marins. Nous représentons des marques leaders en Amérique du Nord de qualité, que ce soit les onduleurs, Fronius, ABB, les onduleurs hors réseau, off-grid, qui sont Outback Power, Magnum Energy, Schneider Electric également. Et puis nous avons les modules solaires et puis les batteries que je traiterai aujourd'hui. Pour toute question ou pour information, n'hésitez pas à rejoindre notre site internet hespv.ca et puis notre page YouTube où je mettrai cette présentation également aujourd'hui à la fin de la journée. Donc c'est à disposition pour lecture plus tard. La présentation, somme toute très simple, c'est vous présenter les différentes technologies dans le monde du off-grid, du hors-réseau, que ce soit les onduleurs, les batteries et les modules, et aussi d'apporter des précisions sur le dimensionnement, comment on dimensionne un système équilibré dans le monde du off-grid. Je pense que c'est la partie la plus intéressante vraiment dans le monde du solaire, et on va voir comment le rendre performant. Donc pour l'agenda, on va respecter l'agenda un petit peu de hier, donc une courte présentation pour pas faire trop de répétition sur le solaire, le potentiel au Québec et ce qui fait notre raison d'être en fait aujourd'hui, la particularité du hors réseau, la phase la plus importante pour pas se tromper,
c'est l'évaluation du profil du client et de sa demande, le choix de la technologie et, on va dire, faire le dimensionnement. Donc faire le Lego entre les batteries, les onduleurs, les régulateurs, les technologies solaires, modules. Et enfin, la partie raccordement et quelques points sur les batteries, puisque ça a été très demandé. Donc en commençant aujourd'hui, le potentiel du solaire, juste pour le off-grid, évidemment les coûts sont à la baisse, sauf le milieu de la batterie. Le milieu de la batterie, c'est une technologie qui est connue, le plomb acide, donc aujourd'hui éprouvé, et les coûts ne descendent vraiment plus. Ils vont un peu plus haut, on expliquera pourquoi, parce que de nouvelles technologies arrivent sur le marché qui viennent à peine d'être construites. Donc l'innovation est encore très présente dans le monde des batteries et il y a un virage technologique qui s'opère ces dernières années qui fait que le coût de ces produits-là, batteries notamment lithium, batteries métalliques, batteries AGM scellées, représente un coût pour les systèmes off-grid. Donc nous verrons globalement ces points-là plus tard. Le potentiel au Québec, comme hier. Comme hier, le Québec, on le voit de couleur beaucoup plus jaune et verte qu'un pays qui est l'Allemagne, qui est le champion du haut réseau, ou le Japon, ou les États-Unis, ou la Chine. Nous avons le même potentiel solaire, le même gisement que ces pays, voire supérieur de 20% à un pays comme l'Allemagne. La deuxième chose que je retiens pour le Québec, c'est que c'est virtuellement possible d'installer partout du solaire, du moment que ce soit bien confiné, que ce soit bien dimensionné. Un système off-grid peut s'installer partout du moment qu'il y a la place pour le soleil. Et imaginez la taille d'un pays d'une province comme le Québec et celle des Maritimes. Imaginez qu'il y a un gros potentiel si on couvrait tout cet espace. Donc c'est virtuellement infini. Écologique, ça me semble évident. Et économique, je laisserai ce point-là parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'énergie dans ces contrées-là, dans ces systèmes éloignés des réseaux, demande des coûts, notamment dans l'achat du diesel ou de toute autre ressource fossile. Mais ce n'est pas tellement le coût qui nous dérange, c'est leur transport. C'est le transport, le conditionnement qui coûte. Et donc aujourd'hui, il serait plus intéressant d'aller vers une ressource fixe, locale, et notamment les panneaux solaires, en opposition avec les éoliennes. Donc l'aspect économique joue aussi ici. La différence donc avec le grid tie, le hors réseau, principalement, il y a des batteries. C'est la majeure différence. Vous produisez une énergie solaire continue et vous la stockez sur ces batteries. Donc entre les deux, vous avez un combiner box. On reviendra pourquoi il y a un combiner box ou un boîtier de combinaison. Et vous avez un contrôleur de charge, charge controller en anglais. Ce contrôleur de charge est l'élément intelligent qui permet de relier un module à une batterie et la recharger intelligemment, selon ses besoins et selon la présence du solaire. Donc l'organe qui permet ça, c'est le régulateur de charge. Ensuite, il y a un onduleur qui est connecté à ces batteries. Donc il est complètement différent d'un onduleur qu'on a vu hier, connecté au réseau. C'est un onduleur connecté sur batterie. C'est un battery-based inverter. C'est un onduleur qui fonctionne sur une présence de tension 12, 24 ou 48 volts. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis après, cet onduleur est là pour connecter soit un réseau, éventuellement là, ou une génératrice pour aider le solaire en cas de besoin à recharger les batteries. Donc cet onduleur est en fait un onduleur chargeur. L'effet inverse, il permet de reprendre une source, donc une génératrice au réseau, une source alternative pour charger les batteries en cas de besoin. Donc tout va être question de trouver un équilibre entre ces éléments-là. Donc on a la même chose, une production par effet photovoltaïque
chargé dans la batterie. Ce stockage est plus ou moins intelligent grâce au contrôleur de charge. Une capacité de recharge par l'onduleur, une capacité d'ondulation également par l'onduleur. Et la différence qu'on va voir tout à l'heure avec le grid tie, avec le connecté au réseau, c'est qu'il faut voir le long terme. Aujourd'hui, sur ces deux photos que j'aime bien, GT pour grid tie connecté au réseau et OG pour off-grid, hors réseau, à droite, virtuellement, c'est la même chose. C'est à l'intérieur que ça change et qui va qualifier un système ou non. Et la principale différence, c'est qu'il est hors de question de calculer à court terme un système off-grid. Vous devez penser long terme. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper dans l'estimation aujourd'hui, en 2015, et qu'il va falloir prévoir sur 10, 20, 30 ans l'utilisation de ce système off-grid. Donc il va falloir estimer les charges aujourd'hui et potentiellement qui vont s'ajouter dans le futur. La deuxième chose, c'est qu'un système solaire sur batterie, il ne va pas tomber si le réseau tombe. Si le réseau tombe dans un système connecté au réseau, l'onduleur ne produit plus. Avec la présence des batteries, vous avez l'énergie toujours disponible dans votre maison pour un temps duré. L'investissement est plus important. Encore une fois, on parle de long terme, on parle d'investissement. Il est plus important parce que 30% du coût d'un système hors réseau est porté par la batterie. Donc plus vous avez des besoins, plus vous aurez de batterie et plus ça va vous coûter cher. Donc faites attention à ça. Et puis je l'ai dit, on ne vise pas la rentabilité. On ne vise pas le profit, mais vous privilégiez le confort et l'estimation juste dans le temps. Le réseau, donc ça marche pareil, un champ PV et un champ de batterie. Ces deux-là communiquant avec un régulateur solaire ou un régulateur de charge MPPT. Vous avez ensuite un onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif et qui peut récupérer une source alternative comme une génératrice et un réseau pour recharger vos batteries. Vous avez encore le support des modules solaires. Vous avez toute la balance qui est un peu plus importante, beaucoup plus de câblage, beaucoup plus de protection, notamment le boîtier de combinaison qu'il faut penser, beaucoup plus de conduite et beaucoup plus de protection. Et enfin, vous avez un responsable, un opérateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici quelques images. Donc la beauté du système off-grid, c'est qu'on peut faire virtuellement toutes les tailles de système. Si vous regardez la photo en bas à gauche, vous pouvez très bien monitorer une petite caméra dans un petit boîtier, un module, deux modules. Aussi bien, vous pouvez avoir plusieurs batteries, plusieurs onduleurs, comme vous le voyez sur la photo à gauche, avec une grosse batterie au milieu. Et vous pouvez avoir plusieurs modules. Donc vraiment, le réseau couvre tout type d'application, qu'elle soit résidentielle, industrielle, commerciale, institutionnelle, et vraiment industrielle, donc de toutes les tailles. Comme l'exemple de ces deux schémas, d'un côté, vous avez 72 modules et 2 onduleurs. De l'autre, vous n'avez aucun onduleur et une seule batterie et un seul module. Donc vous pouvez tout couvrir, mais le principe reste le même. C'est qu'en dimensionnant un système, vous avez un champ PV qui régule sur une batterie et cette batterie alimente des charges. À vous, après, dans l'estimation des risques et des pires scénarios, de bien sizer la taille de batterie, la taille des panneaux et la taille des onduleurs et du régulateur évidemment. Le réseau, ça doit être performant, évidemment, ça doit être durable. Donc ces deux aspects vont surtout aller sur le régulateur MPPT et sur l'onduleur. Et enfin la durabilité sur les batteries. On veut des systèmes qui soient équilibrés et durables dans le temps, à 10-20 ans, c'est possible. J'insisterai jamais assez, il faut un système sécuritaire, d'autant plus que maintenant, nous installons des batteries. Il est hors de question d'avoir des gens qui traînent autour des batteries. Il est hors de question de laisser des fils non protégés.
Il est hors de question de laisser un système qui n'est pas mis à la masse. Ces systèmes-là peuvent couvrir n'importe quel système industriel ou résidentiel. Un système doit être bien installé selon les normes, car il peut y avoir des dangers d'électrocution ou de feu et plus. C'est un système qui doit être suivi par un opérateur, je vais le voir encore après, et puis enfin, plus ou moins intelligent. On peut rajouter de l'intelligence dans un système off-grid pour savoir quel est l'état actuel d'un système, un système off-grid. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Julien? Oui, oui, juste une question qui a été posée. Par rapport aux batteries et puis au réseau, la question était, durant la journée, est-ce qu'il est possible, par exemple, d'utiliser directement l'énergie des panneaux directement sur son réseau sans décharger ses batteries, hein. Peut-être faire une précision sur l'utilité des batteries et puis ce genre de choses. Voilà. On y reviendra après. C'est une question pointue parce que cette fois-ci, on mélange ce qu'on appelle du connecté au réseau et du connecté à la batterie. Les onduleurs sont programmés. Certains sont très intelligents, plus dispendieux évidemment, pour gérer ce que vous avez stocké dans votre batterie et moins appeler le réseau. Il y a des onduleurs qui sont assez intelligents pour faire cela. Oui. De donner la priorité au solaire, de donner la priorité à la batterie et de ne pas du tout utiliser le réseau. C'est possible. Et de ne l'appeler qu'en cas de réel besoin. Mais ça, on verra beaucoup plus tard sur les types d'onduleurs. Une question arrive un peu tôt. Donc, je vais continuer sur l'évaluation. À l'inverse du connecté au réseau, le off-grid, je mets deux postulats sur le hors-réseau. La première chose, c'est la même, c'est considérer le solaire d'abord en dernière alternative. Parce que nous sommes au Québec, nous avons froid, et que la majeure partie en hiver de nos systèmes de consommation, c'est le chauffage. Et que chauffer au solaire, c'est difficile. C'est difficilement compréhensible dans nos calculs, ça dispense beaucoup d'énergie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'investissement possibles en orientant votre bâtiment vers le sud, en mettant de la fenestration et plus d'isolation? Voici les premiers investissements à faire. Ensuite, le solaire viendra combler l'énergie utilisée dans l'électroménager, l'éclairage, la climatisation, comme c'est indiqué sur ce schéma. Le deuxième postulat, c'est celui-là. Il n'y a rien de moins autonome qu'un système solaire autonome. Je me suis trompé sur le dernier mot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un système solaire autonome n'est pas autonome et a toujours besoin de quelqu'un. Vous pouvez mettre n'importe où votre système solaire autonome, il y aura besoin de quelqu'un. Vous pouvez le paramétrer à distance, vous pouvez venir sur le site l'arranger, mais de toute façon, vous aurez besoin d'un opérateur. C'est impensable de laisser un système solaire charger la batterie tout seul. Ça, pendant 10 ans, même pendant 1 an, c'est impensable. Il faut, je pense, un minimum de présence humaine pour contrôler, pour superviser un système. Donc ça, c'est le deuxième point. Souvent, beaucoup de revendeurs, beaucoup d'utilisateurs finaux pensent qu'en laissant connecter un système PV sur des batteries, tout va bien aller, et c'est là que les problèmes commencent. Une fois qu'ils ont été absents, votre système est à plat et n'a pas été supervisé. Donc vraiment, l'investissement que va faire l'utilisateur, il doit aussi investir un temps de sa personne sur la compréhension de son système et sur l'analyse de l'état de son système à un moment donné. Est-ce que son système va bien ou va pas bien? Et ça, c'est important de le dire, je pense, parce que rien n'est plus qu'autonome qu'un système solaire, soi-disant appelé autonome. Faites très attention à ça. Donc, l'évaluation part d'un principe. En off-grid, en hors-réseau, vous devez matcher consommation et production. Il n'y a rien de plus simple.
vous faites la somme de tout ce qui est consommé, et ben vous devez le retourner en tout ce qui est produit. Alors, production solaire, on donnera la priorité au solaire, mais en cas de besoin, notamment dans les périodes froides, les périodes d'hiver, on peut s'appuyer sur une génératrice ou un réseau. Et tout cet équilibre doit durer sur 20 ans, sur 30 ans, sur une longue période. Donc tout ça va dépendre de votre estimation à un temps donné du site, de l'environnement, je parle de la distance, de la latitude, je parle de l'orientation, on va y revenir après, mais de l'usage aussi de l'opérateur. Plus vous utilisez, plus vous consommez. Donc il faudra prendre ça aussi en compte. Et puis la présence humaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut plus ou moins superviser, contrôler le système? Ce sera vraiment important. Donc le upgrade, c'est juste ça. C'est juste estimer à un temps donné la consommation de votre système en watts-heure et d'ajuster une production possible. Et donc dans l'évaluation, qui diffère un peu du connecté au réseau, ici en réseau, on évalue deux choses. La consommation électrique, comme d'habitude, en watts-heure, on fait la somme à la journée de tout ce qu'on a consommé. Et on fait aussi l'étude du pic de puissance. Quand vous vous levez le matin et que vous démarrez une cafetière, que vous démarrez les lumières, que vous démarrez la télé, la radio, et que vous démarrez le micro-ondes, votre onduleur doit être capable, le matin, d'allumer tous ces éléments-là en même temps. Donc il va aussi falloir analyser le pic de puissance. J'associe généralement le pic de puissance à un niveau de confort dans la maison. Donc plus vous mettez d'équipements en continu ensemble, plus vous avez un grand besoin de pic, plus vous allez chercher des onduleurs beaucoup plus gros en capacité. Encore une fois, ici aujourd'hui, on va évaluer quelle est la consommation et quelle est la capacité d'un système. Même chose, on regarde la latitude et l'orientation. Donc au Québec, je l'avais dit hier, on pourra regarder sur RedScreen, le logiciel. La même chose encore, l'espace disponible, est-ce que c'est sur un toit, est-ce que ce sera au sol, en sachant qu'un module occupe 18 pieds carrés, un module standard de 250 watts. Donc où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'il y a de l'ombrage? Est-ce que c'est au sud? Est-ce que c'est au sud-est? Est-ce que c'est au sud-ouest? N'installez pas au nord, s'il vous plaît. Le quatrième, c'est en discutant avec le client, quand est-ce qu'il est présent et quand est-ce qu'il va utiliser son système. Est-ce que c'est en week-end? Est-ce que c'est en automne, en hiver, en été? Et on va sélectionner avec lui le choix du pire scénario. Si votre système marche pour le choix du pire scénario, alors il marchera toute l'année. Il suffit de se dire ça. Donc, choisir avec le client le choix du pire scénario. Puis enfin, l'autonomie. On en parlera un petit peu à la fin de cette présentation. C'est le plus important. Sur combien de jours on peut évaluer qu'on n'aura pas assez de soleil, qu'on ne peut pas démarrer la génératrice, qu'on ne sera pas présent autour du système pour le sauver. Est-ce que c'est 2 jours? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est 5 jours? Est-ce que c'est, 5 cycles de journée-nuit? Est-ce que c'est 10 jours? Certains projets avec des compagnies institutionnelles demandent 15 jours dans le Grand Nord, 20 jours sans soleil. Donc l'autonomie, c'est ce qu'on demande aux batteries. Et plus vous demandez d'autonomie, plus vous ajoutez de batterie. Et vous comprendrez à l'intuition que plus vous ajoutez de batterie, plus il va falloir être capable de recharger au cas de débalancer le système. Plus vous demandez à vos batteries d'être grosses, plus vous allez devoir aller chercher de grosses génératrices, de gros onduleurs et de gros panneaux solaires. Donc ça, on en reviendra tout à l'heure. L'évaluation donc se fait exactement la même chose comme hier. On fait la somme de tous les watts-heures dans la journée. Et c'est tout. On prend une charge, on trouve son wattage, son watt, son voltage, son ampère, et on le multiplie par le nombre d'heures qu'on a utilisées dans la journée. Ça vous donne des watts-heures. Il faudra aussi utiliser le pic de puissance. On somme tous les wattages de la maison. Est-ce que tous les wattages ensemble font du 2 kW,
font du 4 kW, font du 6 kW, font du 8, du 10 et beaucoup plus. Dans certaines institutions, on parle d'alimenter des cuisines entières. On va très haut, on va dans du 16 et du 20. Donc vraiment, cet élément n'est pas à négliger. Ça calcule la taille de votre onduleur. Petit conseil toujours, choisissez efficace. Choisissez ce qui se fait de mieux, ce qui est tamponné Energy Star ou Energuide dans le type de consommation efficace, efficient. Les habitudes de vie, encore une fois, est-ce que les gens éteignent la lumière? Est-ce que les gens éteignent les appareils en veille? Est-ce qu'ils éteignent la télé? Donc tous ces éléments-là, il y a une question d'éducation du client à l'énergie qu'il utilise, puisque cette énergie utilisée, ben, c'est l'énergie qu'il faut produire et c'est l'énergie qu'il faut stocker. Donc la même chose, vous êtes familier maintenant avec l'évaluation du site et de la demande. Où est-ce qu'on va installer ces modules? Donc quel est l'espace qui serait disponible, en sachant qu'un module occupe tel espace? Où est-ce qu'on va orienter ce module, en sachant que le sud est préféré? À quelle orientation, quelle inclinaison? Est-ce que c'est assez incliné s'il y a de la neige qui va être sur les modules, en sachant que la neige obstrue les modules et vous avez donc moins d'énergie dans vos batteries? Donc, si une utilisation en hiver, pensez bien à incliner beaucoup plus vos modules. Est-ce qu'il y a de l'ombrage? Est-ce que ça crée un poids excédentaire sur le toit? Et évidemment, la même chose, les distances sous salle et le confinement. Alors, beaucoup plus important ici, c'est où est-ce qu'on met les batteries. Parce que les batteries sont à côté de l'onduleur. Et l'onduleur est à côté du régulateur. Les modules peuvent être loin, si vous voulez, mais tous ces onduleurs-là et ces batteries doivent être dans une salle électrique dédiée, confinée, ventilée, protégée, dans une petite zone, pour accueillir ces éléments-là qui sont quand même dangereux. Voilà, et donc maintenant je vais entrer dans les différentes technologies. Julien, juste des questions? Non, pas de questions pour l'instant. Tu peux continuer à la... Parfait. Bon, on va entrer maintenant en détail donc sur tous les items qui apparaissent dans des systèmes off-grid. Commence avec le plus simple, vous l'avez vu hier, les modules. La seule différence avec hier, c'est que les systèmes off-grid étant de toute taille, on peut très bien mettre des 250 watts, comme ceux-là, les polis et les monos de hier. On peut mettre aussi des plus petits. Si on a des besoins beaucoup plus petits, on a des modules qui sont faits pour certains milieux, donc pour des VR, pour des systèmes industriels. On en a des 140 watts, on en a des 55 watts, on en a des beaucoup plus petits, des 10 et 20 watts. Le point commun entre ces quatre, je dirais, modules, c'est qu'ils sont faits pour être dans des milieux difficiles, hostiles, donc qui sont appelés classe 1 division 2. C'est où ils peuvent apparaître de la flamme, donc dépendamment du milieu, donc généralement dans les mines, ils peuvent apparaître des dangers de feu. Donc ces modules-là ont une caractéristique, c'est qu'ils sont protégés, isolés de l'environnement difficile, et donc qui empêchent de faire partir par exemple des feux et faire apparaître des problèmes de sécurité. Mais globalement, dans la suite de mes calculs, je resterai sur ces modules-là qui sont standards 250 watts, 265 en mono, pour leur coût et puis pour la place. Ce sont des modules efficaces et ils prennent pas beaucoup de place et ce sont les moins dispendieux aujourd'hui sur le marché. Puis vous les mettez toujours en ligne et vous avez votre champ PV. Les supports ne changent pas beaucoup. Fast Track pour les toits, en affleurement au toit. Les supports au sol, donc avec la magnifique base en bois que j'adore. Les supports sur toit en ballast, donc ça c'est pour éviter sur des toits plats que les modules soient trop levés. Donc on va aller chercher des petites inclinaisons pour maximiser, on va dire,
le nombre de modules sur des toits plats. Donc généralement, on ne va pas plus haut que 10 ou 15 degrés quand même. Et puis ils sont ballastés pour éviter le poids sur les toits. Et puis les trackers. Bon, les trackers ici, dans ces zones-là, évidemment, ils ont beaucoup plus d'efficacité. J'avais dit 40% d'efficacité. Mais vous n'allez jamais avoir quelque chose de rentable avec des systèmes de ce coût-là, en tout cas. D'autres supports apparaissent pour des plus petits systèmes. On offre des supports verticaux pour toi, de 3-4 systèmes qu'on peut facilement empiler n'importe quelle distance. Des systèmes verticaux sur poteau pour notamment des zones industrielles. Ici, on voit l'importance de l'inclinaison qui est à 90 degrés. Donc, c'est pour des systèmes qui doivent aussi durer l'hiver. L'inclinaison est à 90 degrés maximale. Et puis, vous avez les supports ajustables pour 1 ou 2 modules, évidemment. Voilà pour les supports et les modules. Donc ça, j'ai passé toute la génération. Maintenant, je vais passer à l'intelligence de la conversion DC-DC entre les modules et la batterie. C'est là où il y a eu le plus d'innovation. Il continue d'y avoir de l'innovation dans les voltages, dans le paramétrage sur le courant, dans la communication Internet, dans la création des algorithmes MPPT, notamment. Donc, 2 catégories existent maintenant sur les régulateurs de charge, contrôleurs de charge, ce sera la même chose aujourd'hui. La catégorie prédominante, c'est aujourd'hui celle du MPPT, pour Maximum Power Point Tracking. Excusez-moi, je ne sais plus le mot français. On va dire suivi du point de puissance maximale de la courbe tension-courant d'un module. C'est celle qui fait 90% du marché aujourd'hui. Et à mon sens, pour moi et pour vous, c'est celle qui va supplanter tout le reste. Dans nos calculs, on veut baser nos calculs sur une technologie MPPT. On va voir son avantage plus tard. Une catégorie qui a été la première à apparaître et qui existe toujours pour certaines raisons, c'est la catégorie PWM ou MLI, modulation à largeur d'impulsion. Elle existe toujours parce qu'elle est toujours efficace pour des petits systèmes de 12 ou 24 volts, notamment dans les VR, notamment dans certains pays à l'international, où on va chercher plus des coûts économiques. Et elle marche aussi très souvent dans les petits systèmes d'éclairage ou de petits systèmes de communication et de supervision. Donc, cette catégorie-là n'est pas à jeter. Elle existe, ça répond à certains besoins. Encore une fois, identifier le besoin, mais aujourd'hui, la technologie est telle que le MPPT est la technologie la plus connue et c'est celle qu'on veut offrir en premier aux clients pour être sûr que votre batterie soit bien rechargée. Puisque le PWM à droite, dans le temps, matchait des tensions. C'était très simple, les calculs, et c'est une valeur très proche de... ça a moins de valeur aujourd'hui, c'est économique. On matchait la tension du module à la tension de la batterie. Une batterie 12 volts était rechargée par un module qu'on appelait 12 volts. Une batterie 24 volts était rechargée par 2 modules 12 volts en série qui faisaient du 24 volts. Et vous mettiez un régulateur 12 ou 24 volts. Ce système existe toujours. Vous l'avez toujours dans les systèmes industriels, dans les systèmes d'éclairage. Vous l'avez en Afrique très présent parce que justement, avec un soleil, une période d'ensoleillement telle en Afrique et en Amérique du Sud, que ça marche très très bien. Vous l'avez dans les VR de temps en temps, puisque les consommations sont moindres, les batteries sont plus petites, et on veut juste un petit affichage et une recharge assurée. Donc vous utilisez le PWM. Aujourd'hui, dans mes calculs, je vais me concentrer sur le MPPT, qui est la technologie la plus récente, et toute l'efficacité finalement de votre champ PV va venir de lui. C'est lui qui va concentrer, on va dire, jusqu'à 98% de l'efficacité de votre système de recharge sur les batteries. S'il y a une erreur sur les batteries, c'est parce que lui n'est pas capable de donner
plus de 98% d'efficacité. Donc c'est lui qu'il faudra aller chercher. Aujourd'hui, en tension, en entrée, il peut prendre du 24, du 30, du 60, du 90 et il s'arrête à 150 volts DC pour recharger n'importe quelle tension de batterie. 12 volts, 24 volts, 48 volts. C'est-à-dire qu'on va mettre en série les modules sur de longues distances. On peut aller sur de plus longues distances, à 150 volts quand même, pour recharger n'importe quel type de batterie, 12, 24 ou 48. De toute façon, le régulateur est là pour matcher des puissances. Et voilà l'avantage du Tristar, notamment de celui-là, le Tristar 60 ampères. Quand je vous dis que vous matchez donc les puissances en entrée et en sortie, d'un côté vous avez 3 modules 250 watts, vous avez 750 watts. À la sortie, vous avez 750 watts également. Oui, mais 750 watts sur une batterie 12 volts, bah, ça me donne 60 ampères. C'est ça la magie du MPPT. C'est que en convertissant votre tension en entrée, votre puissance en entrée, vous avez une tension fixe, celle de la batterie en sortie, et tout l'excès est transformé en courant. Et donc 3 modules de 150 watts me donnent un courant de 60 ampères. Mais l'autre magie, si vous mettez du 24 volts avec un Tristar également 60 ampères, vous imaginez bien qu'on peut doubler la capacité. Si on double la capacité de la batterie, on peut doubler la capacité du champ solaire. On n'est plus à 750 watts ou 3 modules, on est à 6 modules, à 1500 watts. 1500 watts en entrée, vous divisez par 24 volts, vous avez toujours 60 ampères. Et avec le modèle résidentiel, il serait vraiment plus intéressant, avec beaucoup de panneaux, de monter simplement le voltage de la batterie pour accumuler des panneaux en arrière. Un Tristar 60 ampères à 48 volts dans le dernier cas accepte jusqu'à 12 modules. On est passé de 3 modules à 12 modules pour un même régulateur. Donc rendez-vous compte la puissance du PWM, du MPPT sur le PWM. On peut mettre en série puis en parallèle plusieurs modules en arrière. Donc je veux mettre l'emphase aujourd'hui sur le MPPT, sur le dimensionnement après. Voici l'avantage en visuel sur ce Tristar, et puis vous avez d'autres technologies plus tard, des 80 ampères, des 40 ampères. On peut aller chercher beaucoup plus de panneaux. Est-ce qu'il y a des questions sur les régulateurs? Non, pas de questions Non? sur les Bon, régulateurs, non, non. Des questions plus générales qu'on pourra aborder à la fin. Voilà. ok. Donc c'est qu'on on est tous bons. Maintenant les onduleurs ou onduleurs chargeurs. Il existe deux catégories d'onduleurs chargeurs. Donc l'onduleur, c'est celui qui transforme la batterie dans le courant alternatif dans votre maison. De deux sortes. Aujourd'hui, nous avons en majorité le sinus pur. Le sinus pur, c'est ce que vous avez en courbe rouge. Le sinus pur, c'est ce que vous avez dans votre réseau Hydro-Québec. C'est une courbe, évidemment, qui est alternative à toutes les 60, donc de 60 Hz, donc à toutes les 20 millisecondes, qui tournent entre plus 120, moins 120. Et l'onduleur sinus pur est capable, en faisant une série d'échantillonnages plus, moins, plus, moins, plus, moins, à très haute fréquence, de matcher cette courbe, et vous avez un sinus pur, parfois beaucoup plus pur que l'onde du réseau et de la génératrice. L'avantage d'un onduleur pur sinus, c'est qu'il a une meilleure qualité d'onde que n'importe quel réseau, que n'importe quelle génératrice. Vos équipements vont mieux marcher. Si vous mettez du modifié, le modifié marche très bien aussi dans d'autres applications, c'est la courbe bleue. Le sinus modifié, c'est juste un échantillonnage plus économique, donc moins bien fait, il épouse moins la courbe rouge, et autant il va suffire pour quelques lampes et quelques appareils, autant il ne marchera pas avec toutes les technologies actuelles. Donc, regardez les différences de prix entre un modifié et un pur. Parfois, il vaut mieux aller avec le pur que le modifié. Parfois, on reste avec le modifié parce que c'est beaucoup plus économique, mais il ne fera pas
marcher tous les équipements, parce que tous les équipements ont besoin d'une onde pure, celle du réseau et celle de la génératrice, qu'on préférera donc le modèle de l'onduleur pur. Deux exemples. Donc chez Magnum, vous avez les deux. Vous avez le sinus modifié à gauche, d'ailleurs qui est noir, qui n'inspire pas trop confiance. Et puis vous avez le pur, qui est blanc. Le sinus modifié, donc, est plus économique. Son seul désavantage, il ne fera pas marcher l'électronique. Vous aurez des problèmes à faire marcher votre écran plasma sur cet onduleur. Et c'est défendu de faire marcher tout équipement inductif, comme les pompes, les moteurs, et qui sait dans la vie aujourd'hui le nombre de charges aujourd'hui qui fonctionnent à l'inductif, donc avec beaucoup plus de bobinage. C'est impossible à faire marcher un rasoir aujourd'hui. Par exemple, un rasoir électrique, c'est très simple, mais c'est pas résistif. C'est inductif et votre sinus modifié n'est pas capable de faire marcher ce rasoir-là. Vous essayerez. Le sinus pur, il est plus dispendieux, c'est sûr, mais il est universel. Il va marcher avec toutes les charges. Et il va notamment faire marcher les pompes et les moteurs. Donc voici la différence que vous allez rencontrer sur les marchés. Si vous voyez une différence de prix, c'est que vous avez trouvé un sinus modifié. Les onduleurs donc sont de toutes sortes. Dans tous nos systèmes off-grid, hors réseau, que ce soit résidentiel ou industriel, on peut couvrir tous les besoins possibles. Les télécoms, par exemple, ou la supervision, on a par exemple un onduleur seulement, un onduleur de puissance, 300 watts. Il vient juste, son rôle, onduler la batterie sur une charge alternative. Vous avez des plus grosses après qu'on peut utiliser dans les cottages, dans les résidences secondaires, donc ce que j'appelle des mobiles temporaires. Ils ne sont pas là pour tourner tout le temps, ils ne sont pas efficaces, ils ont des résistances, ça chauffe, ils n'aiment pas trop ça. C'est idéal pour des week-ends, au moins pour 2-3 jours. Vous pouvez utiliser ces onduleurs mobiles temporaires, ça ne coûte pas très cher non plus, et vous pouvez avoir de l'énergie le temps du week-end, mais laissez-le se reposer. Vous avez ensuite la catégorie, ce que j'appelle mobile également, mais avec un chargeur à l'intérieur. Vous pouvez cette fois-ci connecter soit le réseau, si vous êtes dans un VR, ou soit une génératrice, si vous êtes dans un chalet ou si vous avez une génératrice sur votre VR. Vous pouvez recharger vos batteries grâce à cette seconde source, donc avec des chargeurs intégrés. C'est l'amélioration au-dessus. Évidemment, vous en avez de toutes sortes, pur sinus, sinus modifié. Viennent après les modules stationnaires. Ceux-là ne sont pas censés bouger. Ils sont censés être accrochés dans un mur ou sur n'importe quelle surface. Ils ne sont pas censés bouger, mais ils ont une capacité beaucoup à utiliser des batteries sur le réseau. Donc cela par le réseau, c'est la dernière classe, il n'y en a que 2 ici en Amérique du Nord. Évidemment, la mise en parallèle est possible, évidemment le chargeur est intégré, on peut recharger des batteries, et donc il parle au réseau. Et là on parle de systèmes de 6000 watts et plus. Donc si vous les mettez en parallèle plus tard, vous pouvez aller atteindre les 12, les 18, les 24, jusqu'à 80 kW, 80 000 watts de capacité. Donc voici pour les... Oui, j'ai sauté. Voici des onduleurs chargeurs, donc pré-montés. Ce que je voulais montrer dans ce slide, ce sont tous les deux des purs sinus avec chargeur intégré. Donc vous avez d'un côté le Magnum et de l'autre vous avez le Radiant d'Adback.
Et vous voyez donc l'onduleur au milieu, un 4 kW d'un bord, et à droite, vous avez un 8 kW. Vous avez l'écran de contrôle parce qu'on fait appel à une personne. On veut un minimum savoir ce qui se passe au niveau de votre système. Donc l'écran est aussi un point commun. Vous avez tous les contrôleurs MPPT. Vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez en avoir autant que vous voulez du moment que vous avez des panneaux solaires et des batteries. Et on voit qu'ils sont juste à côté. C'est ça le bénéfice de ces montages-là, c'est que tout est regroupé, proche des batteries. Et puis en bas, vous avez toute la partie boîtier, câblage, préfet, pour que tout soit compacté, tout soit très simplement monté, pour que vous preniez le moins d'espace possible et que tout soit très clair. Si un opérateur est demandé, tout est certifié, harmonisé, et il comprend le câblage. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste une petite précision qui a été amenée par monsieur au propos de ta courbe sur les sinus purs et modifiés. C'était juste une précision qui est amenée. Il disait que c'était 16 millisecondes et non 20 millisecondes. Enfin, voilà, c'était juste Oui, une précision. bonne précision. Évidemment, le temps est l'inverse de la fréquence. Si vous faites 1 divisé par 60, vous trouverez le 16 millisecondes. Oui, Voilà, c'est une bonne c'était juste une petite précision précision technique. Voilà. en Non, Amérique du après, Nord. des questions qu'on apportera un peu plus tard après. Voilà. C'est correct. Alors, voilà pour l'onduleur. L'onduleur pur sinus, vous avez le sinus modifié également. Vous avez celui qui a le chargeur intégré. Et puis, on peut leur ajouter de l'intelligence, un écran de contrôle. On peut venir installer des contrôleurs MPPT, donc ceux qui parlent au solaire pour charger les batteries. Donc, vous voyez aujourd'hui, tout se normalise, tout se simplifie. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Les batteries. Et les batteries, mes amis, les batteries, c'est ce qui rend les systèmes off-grid le plus intéressant, je crois, dans mes journées, dans le dimensionnement. C'est aussi 90% des cas de défectuosité d'un système solaire. Oui, moi, j'aimerais même mettre 100%. En hiver, lorsqu'un système tombe, généralement, c'est la batterie. La batterie est sous-chargée, la batterie est trop chargée, la batterie est froide, la batterie est cassée, la batterie, il n'y a pas assez d'eau, la batterie est mal chargée parce qu'on a mal rentré l'absorption, on ne les a pas égalisées, etc., etc., etc. Tout est lié à la batterie. Donc si vous devez devenir des professionnels du solaire, je vous donne un conseil, devenez professionnel de la batterie. Il m'a fallu quand même 5 ans, et puis aujourd'hui je continue d'apprendre sur les batteries tous les jours. Devenir un champion du réseau, du off-grid, c'est devenir champion de la batterie, je pense, très sincèrement. Sur les panneaux solaires, tout ça c'est très simple. Mais le monde de la batterie, c'est un monde à part. Et si vous devez, je pense, améliorer vos compétences, c'est ici. D'autant plus que la batterie, c'est un élément dangereux. Certaines sont corrosives, donc viennent avec un fameux shift numéro 8. Vous pouvez vous brûler, ça peut faire mal aux yeux. C'est aussi un problème électrique. Si vous mettez vos deux doigts, on ne sait jamais, hein, avec des outils sur les bornes de la batterie, essayez, regardez ce qui va se passer. Vous allez pas rigoler longtemps. Donc, ces batteries-là, vous avez intérêt à les confiner parce qu'il ne faut personne autour de ces batteries. Seulement l'opérateur et vous-même. Seulement quelqu'un de qualifié peut toucher les batteries. Il n'y a personne d'autre qui doit les approcher. C'est des batteries qui, quand elles sont actives, relâchent un gaz et c'est dangereux électriquement. Faites très attention à ça. Vous en avez de deux sortes. Vous avez les plombs acides traditionnels, c'est celles que vous trouvez couramment partout. Vous les trouvez dans les batteries de char, les batteries de golf,
les batteries lift, les batteries, même la batterie dans votre télécommande, ce sont des batteries plomb acide. La particularité de ces plombs acides, pour le solaire, c'est qu'elles doivent être à décharge profonde. Une batterie solaire a une capacité. La première, c'est d'être déchargée à fond et lentement. La deuxième, c'est de cycler. On n'est pas dans des batteries de char où on doit demander un courant fort au départ et puis après c'est la voiture qui la recharge, etc., etc. Ces batteries-là, plomb acide, vérifiez bien qu'elles sont faites pour le solaire. Décharge profonde, large cycle et généralement cycle à charge longue ou rapide. Elles doivent supporter les deux. Ces batteries plomb acide doivent être maintenues. Il faut savoir les suivre et il faut savoir mettre de l'eau dedans. Donc l'égalisation est nécessaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une égalisation, je vous envoie ce soir vers des vidéos l'égalisation ou l'équalisation. Je l'aborderai après, mais c'est très important. Si vous n'avez jamais égalisé des batteries et que vous voulez installer des systèmes hors réseau, concentrez-vous sur ce point-là. Éléments de sécurité, des gants, des lunettes, du baking soda, une fontaine pour les yeux si vous êtes brûlé et pour les mains abondamment. Voilà les règles de sécurité. J'ai oublié celle de dire qu'une batterie plomb acide doit être ventilée évidemment. Je vous ai dit le petit gaz qui s'échappe de la batterie. On doit éviter qu'il s'accumule au-dessus des batteries, puis un jour, allumette et vous explosez votre système. Donc ça doit être ventilé. C'est la technologie la plus connue. Elle a 250 ans d'existence. Ça a été inventé il y a 1750 par M. Volta. Donc c'est très connu, c'est peu amélioré et donc c'est peu coûteux. Et vous avez donc de la petite capacité, que ce soit de la 100 ampères, 200 ampères, et vous pouvez monter jusqu'à 2000, 3000 ampères-heure la batterie. La nouvelle technologie qui existe depuis les années 50, et je ne vous cache pas qu'elles sont faites principalement en Chine, n'allez pas les chercher ailleurs, ces technologies-là sont développées là-bas, c'est les batteries scellées. Il y en a de deux sortes, les AGM et les gels. La décharge doit être profonde également. Vous avez peu de maintenance. On ne dit pas aucune maintenance, on dit peu de maintenance. Parce que même des batteries AGM, vous avez de la maintenance sur les batteries. L'absorption est nécessaire, l'égalisation est interdite. Prenez des gants également. C'est beaucoup plus dispendieux, de 30 à 50%, voire 2 fois plus pour certains modèles. C'est plus dispendieux. Et les capacités sont un peu moindres. On part de 50 ampères-heure, on peut arriver à du 1500 ampères-heure. Le monde des batteries, résumé un peu ici. Dans le solaire, vous avez les AGM et les gels de 50 à 250 ampères-heure à gauche. Donc voici les modèles de DK Solar. Vous avez la grosse plomb acide. Celle-là pèse, il vous faut 2 hommes. Elle vous pèse environ 200-250 livres la batterie. 2 hommes pour la porter. Ça va jusqu'à 2500 ampères-heure. Vous avez l'AGM stationnaire qui est à droite en bas. Généralement, ce sont des cellules de vol qui sont connectées toutes ensemble, qui montent entre 800 ampères et 2000 ampères-heure. Et puis, vous avez les nouvelles qui apparaissent de plus en plus sur le marché, les batteries lithium, qui parlent de plus en plus au solaire. On est en 2015, ça commence. Le problème du lithium, c'est que c'est encore une technologie très récente et encore dangereuse et qui ne doit pas être placée dans toutes les mains. Encore pour les industries, c'est bon, elles sont protégées, mais dans le milieu résidentiel, vous savez très bien que mettre de l'eau sur des batteries lithium, eh ben, ça explose. Si vous ne générez pas vos batteries lithium, les cellules peuvent chauffer et exploser. Donc c'est encore une technologie délicate. On est en 2015, on va y arriver. C'est très cher, mais c'est très dangereux. Donc pour celle-là, je la mets à part. Mais juste pour vous ouvrir l'esprit. Tableau récapitulatif. Généralement, telle ou telle batterie est adaptée en fonction de la personne, si elle veut de la maintenance ou non, en fonction des capacités qu'on veut aller chercher, en fonction des températures.
Évidemment, ne faites pas fonctionner votre batterie à moins 40 degrés. Vous allez voir pourquoi. C'est virtuellement interdit de faire alimenter une batterie par moins 40. Vous risquez de l'user, d'atteindre son point le plus bas de capacité et de la geler, tout simplement. Mais essayez de conserver une température ambiante au-dessus de 0 autour de la batterie. Maintenance, pas maintenance, électrolyte. Est-ce que vous avez besoin de ventilation? Où est-ce que vous voulez l'installer? Est-ce qu'on peut l'installer debout? Est-ce qu'on peut la coucher? Évidemment, les batteries acides ne doivent pas être couchées. Puis il y a un poids. Les batteries AGM et les GL sont beaucoup plus légères que les batteries plomb-acide, le plomb étant très lourd. La batterie, 3 points. Une batterie 12 volts à 100% ne mesure pas 12 volts, elle mesure 12,7. Et la densité, quand vous la mesurez, est à 1,265. Si jamais vous êtes à 12 volts, c'est que la capacité de votre batterie a atteint 30-20%. Donc votre batterie est vidée et vous devez la remonter. Pareil pour la température. Avec la température, vous perdez de la capacité. Donc votre batterie est à 200 Ah. Si vous la déchargez à moins 30 degrés, vous n'avez plus que 50% de capacité. Une batterie de 200 Ah vaudrait plus que 100 Ah. Donc vous perdrez des journées d'autonomie rien que parce qu'il fait froid. Et je sais que le Canada, on n'est pas aidé là-dessus, mais il y a des méthodes, il suffit de les chauffer, de les confiner dans des emplacements isolés, et ça fait la job. La dernière, c'est l'effet Peukert. Donc, c'est assez technique, mais souvent, vous allez voir la capacité d'une batterie à 20 heures, à 30 heures, à 100 heures, à 72 heures, même à 8 heures. Sachez que la capacité est différente. Vous voyez que la capacité change selon ces valeurs-là. Donc 100 heures, c'est 4 jours, 72 heures, c'est 3 jours, 20 heures, c'est une journée, et 8 heures, c'est un cycle solaire, donc une journée. Ces capacités-là changent. Il faut savoir qu'une batterie est moins capable de fournir du courant selon que la durée de la charge est plus longue. Elle fournira moins de courant. Par contre, vous aurez évidemment une plus grosse capacité, vous lirez une plus grosse capacité, mais elle fournira en 100 heures moins de courant. Une batterie peut fournir beaucoup plus de courant sur 20 heures, sur une journée, que sur 100 heures. Donc faites attention, quand vous sizez un système, quand vous allez chercher l'autonomie des systèmes, si vous calculez à 3 jours d'autonomie, prenez à 72 heures ou à 100 heures. Prenez pas à 20 heures, parce qu'à 20 heures, c'est une batterie pour une journée. On y reviendra tout à l'heure. J'ai fini les batteries et les avertissements autour. On peut commencer le dimensionnement. Julien, on peut commencer? Ouais, juste une question qui était posée sur 50% de décharge sur sur une batterie 12 volts. On pourrait situer à quel voltage? C'était la question. En fait, je ne sais pas qui a posé la question. Sachez qu'une batterie, quand vous la connectez à un onduleur ou à une charge, elle va pas mesurer 12,7. Vous allez lui mettre une charge dessus, le voltage va descendre. Donc du coup, on ne peut pas savoir si elle est à 50%, si c'est à 12,2. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous devez tester les premiers jours. Lorsque vous connectez l'onduleur et les charges, vos batteries sont censées être à 100% et vous mesurez le voltage à 100%. Parce que vous serez sous 12,7. Et à 50%, vous serez sous 12,2. Mais le problème, c'est que plus vous mettez de charge, plus vous mettez d'éléments chauffants et résistifs, plus la tension normale, nominale, va descendre. Ça, c'est normal, il y a des résistances dans les charges. Donc, on ne peut pas réellement savoir. C'est à vous d'aller chercher la première fois, une fois que vos batteries sont chargées, vous savez, une batterie à 100%, ben c'est 12,5, c'est 12,6, c'est 12,7. Vous devez le savoir. Puis, vous devez vider vos batteries selon un certain temps et au bout de 50%, quand vous avez évalué votre énergie consommée, vous savez qu'à 50%, vous avez atteint 12,2 ou 12,1 ou 12,15. On ne peut pas vraiment le savoir.
J'y Ok, reviendrai tout à l'heure, mais ça ok, dépend merci Al. des systèmes. Le dimensionnement. Eh bien, c'est pareil. La première chose, souvenez-vous, on va regarder les consommations en énergie, en water s'il vous plaît. La deuxième chose, c'est qu'on va regarder les capacités, en watts seulement. La troisième chose, c'est qu'on va regarder le pire scénario. Alors pour ça, vous allez aller sur Red Screen. Utilisez Red Screen, s'il vous plaît. Choisissez photovoltaïque, mettez la ville de Québec, où est-ce que vous êtes. Regardez en été. En été, on a 5 heures que nous donne Red Screen en été. Québec l'automne, ou ce qu'on appelle le 3 saisons, c'est-à-dire printemps et automne, ce taux-là, horaire, diminue à 3 heures d'ensoleillement pic d'après Red Screen. Et puis en hiver, on tombe à 2,2. 2,2 heures, voire des fois, selon les latitudes, beaucoup plus bas. Donc vraiment, c'est le même calcul. En water, vous divisez par une de ces valeurs et cette valeur doit être cherchée sur le pire scénario. Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est l'automne-printemps ou est-ce que c'est l'hiver? Encore une fois, vous m'appelez, vous me demandez, Al, je suis là, j'étais en water, on est en hiver, ils veulent utiliser l'hiver, ils veulent utiliser l'été. Mais réellement, utiliser Red Screen, c'est une valeur conservateur, c'est canadien, c'est gratuit, vous enregistrez votre email, et là, c'est magique. Vous rentrez la ville de Québec, vous mettez une inclinaison à 30 degrés, vous pouvez monter à 50 degrés, vous pouvez monter à 60 degrés si vous voulez en inclinaison, mais vous avez le choix du pire scénario en décembre qui monte à 2,38. Donc faites attention à ça, on n'est pas à 5 heures en hiver, on est à 2,38, on est à diviser par 2. Ce qui fait que les systèmes en haut réseau sont commandés par les pires systèmes, les pires scénarios en hiver. Si j'ai 10 000 Wh par jour de consommer, c'est encore une valeur cible, une valeur idéale. Il y a des clients qui sont au-dessus ou en dessous. Vous avez besoin d'un champ PV, donc de 10 000 divisé par 2,38, moyennant quelques pertes, donc 4 000 watts crête de champ PV. 10 000 divisé par 2, 4 000. 4 000 watts. Donc mon client consomme 10 000 Wh en hiver, c'est son pire scénario. Il a besoin de 4 000 watts crête de panneaux. 4 000 watts crête, c'est de 15 à 16 panneaux de 150 watts. J'explique pourquoi 15 ou 16. Je crois que je l'explique après. 16 parce que c'est 4000, mais 15 c'est un peu en dessous parce que généralement sur des régulateurs 150 volts, en entrée on n'accepte que 150 volts VOC, donc généralement c'est limité à 3 modules, donc à des strings maximum de 3, et 15 est le seul chiffre proche divisible par 3. Hors de question de mettre 18 panneaux sur un 250 watts sur un régulateur, vous en mettez 15 ou 16. Voici l'espace occupé par un 16 panneaux, c'est du 12 pieds par 27 pieds. Donc au client, vous lui expliquez, vous mettez ça sur un toit disponible ou vous mettez ça au sol, 16 panneaux. Vous n'êtes pas sûr comme moi, vous avez des modules qui sont différents, vous avez des modules de 140 watts, vous avez des modules de 185 watts, des modules de 200 watts, de 250 watts, de 300 watts. Vous avez tous ces modules-là avec vous. C'est assez magique. Vous allez sur Midnight Solar, s'il vous plaît. Ou alors vous m'appelez, mais je vais vous envoyer sur le même lien. Midnight Solar, vous entrez les capacités, vous entrez les voltages, la VOC, c'est celui-là le plus important, et vous mettez le voltage des batteries, 48 volts. Vous voyez que pour un module 250 watts, on limite la string à 3 modules. Donc si j'ai 15 modules, je vais faire 5 strings parallèles de 3 modules en série. On peut mettre 16, mais pas sur celui-là. On peut mettre 16 sur le classique 200 par exemple. On peut mettre 4 modules en série. Et on peut faire 4 parallèles de 4 modules en série. Si vous ne comprenez pas trop ce que je dis et l'impact de la VOC, qui est importante parce que la VOC avec le froid, elle augmente. Elle augmente de plus 25% par moins 20 degrés. Donc faites très attention à ça. Et si je ne suis pas là au téléphone, si je ne suis pas là par Internet, allez sur le site de Midnight Solar, c'est magique.
Il y a des fois, on m'appelle et je connais pas le module, je connais pas sa VOC, eh ben, je la rentre manuellement et j'ai un OK, 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 OK ou excessif ou interdit. Et c'est magique. Donc, je vous conseille vraiment ce site-là, Midnight Solar, et vous allez sur le site du Sizing Tool. Désolé, c'est en anglais, mais c'est bien apprécié. La deuxième chose, c'est faites attention à ça. La tension MPPT du module solaire doit être supérieure à celle de la batterie. Ne mettez pas deux modules en série pour charger des batteries 48 volts. Parce que deux modules en série, 60 volts, ça va jamais être suffisant pour charger une batterie qui monte à 56 volts. Une batterie 48 volts monte à 58 volts en absorption. Et donc, du coup, ça ne va pas être suffisant. Donc, faites aussi attention, dans l'autre sens, le voltage de votre champ PV doit être largement supérieur à celui de la batterie. Voilà pour les champs PV, les VOC, le nombre de modules qu'on peut mettre en arrière d'un régulateur solaire. Midnight Solar fournit des classiques, ce sont des régulateurs MPPT et fournit ce logiciel de dimensionnement très important selon moi. Al, j'ai quelques questions, si on pourrait... Une personne me demande d'expliquer pourquoi on ne peut pas mettre différents types de panneaux sur le même string. Hein. Non, on ne peut pas. Ok. C'est défendu. C'est une question de bon sens. Le régulateur a un seul algorithme MPPT à l'intérieur. Ce régulateur-là ne voit qu'un seul comportement sur les modules. Si vous mélangez des modules, il faut qu'ils soient de même catégorie. Ou alors vous m'appelez si vous n'êtes pas sûr, mais il faut qu'ils soient en parallèle ou en série, mais faites très attention. On ne peut pas mettre un 140 watts avec un 250 watts et avec un 300 watts. On ne peut pas. Et également, on ne peut pas mettre sur des orientations différentes sur un seul contrôleur. Il faut deux contrôleurs dans ce cas-là. Parce qu'un contrôleur, c'est un MPPT et donc un même comportement des modules. Et donc les mêmes modules. Si vous voulez installer plus tard des modules différents, installez un deuxième régulateur, tout simplement. Mais n'installez pas sur le même régulateur. Je sais que beaucoup font ça et c'est défendu par les manufacturiers. Appelez les manufacturiers, la question est très connue. Ils ne sont pas là pour vendre des régulateurs. Ils sont là pour vous dire que votre système va fonctionner ou non. Donc faites très attention à ça. On ne mixe que des modules de même catégorie. Et si vous les changez, vous m'appelez, on redimensionne ça, mais c'est défendu de mettre un module 140 watts avec un module 250 avec un module 300. On peut mettre un module 250 watts avec un module 245, ça c'est correct. On peut mettre un module 245 avec un module 255, c'est correct également. Mais on ne peut pas mélanger les grosses gammes ensemble. Ouais, j'avais une question par rapport à ça. Quelqu'un qui posait, peut-on jumeler un panneau 250 watts de 37 VOC et un panneau 195 watts de 22 VOC sur un régulateur MPPT? Voilà, c'est La réponse directe est non. On ne jumelle pas des VOC ensemble, sauf on pourrait le faire en série en combinant les courants. Mais encore une fois, le danger est là que ça va marcher si on les met en série parce qu'ils peuvent avoir le même courant. Pensez bien, si on les met en série, on doit adapter les courants. Si on les met en parallèle, on doit adapter les voltages. Donc ça pourrait marcher, mais le module de 140 watts, va entraîner le 250 watts vers le bas. Donc globalement, vous serez perdant. Ok. C'est assez théorique, mais dans la pratique, vous pouvez avoir des résultats très décevants. Donc faites attention à ça en mettant des modules 140 et des modules 250. Ce sont des modules très différents. L'un est un 12 volts, l'un est un 24-30 volts. Ils ne se comportent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes courants de sortie, donc vous ne pouvez pas. Globalement, vous ne pouvez pas. Je vais continuer, c'est une bonne question qui est souvent demandée. Et je suis pas là pour faire de la vente de régulateurs. Je suis là pour vous dire ça marche pas. Ou vous allez être déçu et vous allez créer de la frustration chez vos clients. Le dimensionnement de l'onduleur. Vous faites toute la somme des wattages dans vos maisons, de toutes vos charges.
le matin, le pire cas par exemple le matin quand vous allumez toutes les consommations, ou le soir. Et la capacité de l'onduleur, une fois que vous avez estimé à, je sais pas moi, 4000 watts de charge, vous devez prendre votre onduleur de façon à ce qu'il représente 80% de vos charges. Donc, si vous avez 4000 watts dans votre maison, vous pouvez prendre un onduleur avec une marge de 5 kW. Il sera suffisamment à l'aise pour faire tourner toutes vos charges de 4000 watts. Donc, si vous avez un 4000 watts dans votre maison, prenez un onduleur 5000 watts. Mettez une marge de confort pour ne pas étouffer l'onduleur. C'est ce qui explique le 80% des équipements. Veillez à le sélectionner, soit tout en 120, soit en 122-40. Ça existe. On peut avoir les deux tensions. Le 122-40 étant confortable pour des charges, notamment les frigos et les fours. Donc regardez bien ça. Parfois les pompes. A-t-on besoin d'une présence réseau ou d'une génératrice? A-t-on les deux ou a-t-on rien du tout? Va définir aussi l'acceptabilité d'un onduleur face à un autre. Faut-il le prendre pur sinus ou sinus modifié? J'ai assez fait le point là-dessus. Et le chargeur intégré. Très important. Parfois, on exagère un peu la capacité de la batterie en autonomie. On lui met des autonomies à 7 jours, à 10 jours, à 30 jours. L'onduleur, c'est lui qui plus tard sera le seul à pouvoir recharger en très peu de temps votre bande batterie. Donc parfois, il serait intéressant d'aller chercher le modèle au-dessus, tout ça parce qu'il a un chargeur d'essai beaucoup plus gros. Et la règle dans ça, c'est qu'on doit être capable, quand une batterie est déchargée, une grosse batterie est déchargée, c'est qu'on doit être capable de la recharger entre 5 et 8 heures, globalement 5 heures de fonctionnement pour recharger les batteries. 5 heures, c'est une durée d'absorption. Donc, on doit être capable de choisir un bon chargeur intégré dans les onduleurs. Si vous voulez doubler la capacité de chargement, vous installez un deuxième onduleur. Et c'est juste pour recharger la batterie en très peu de temps, une fois qu'elle est déchargée. Le dimensionnement des batteries. Donc la première chose que j'avais mentionnée, il y a tout à l'heure au milieu des slides, plus vous montez dans les tensions de batterie, 12, 24, 48, plus vous aurez de modules. C'est évident pour un régulateur solaire. Pour un seul régulateur, vous aurez beaucoup plus de modules en allant à 48 volts. Attention à la profondeur de décharge. Les manufacturiers disent que le maximum est à 50%. 50%, c'est globalement pour optimiser le nombre de cycles de vie de vos batteries. Mais vous n'allez pas tous les jours les décharger à 50%. C'est une marge qui vous est donnée pour que, quand on vous dit 5 années, que vous ayez cherché 7 ans à 10 ans la batterie parce que vous avez moins déchargé et que vous êtes allé à 25%. Mais 50% est une limite. Attention, 80% est un modèle d'urgence. Ça doit arriver une fois ou deux fois dans l'année et pas tout le temps. Si ça arrive tout le temps, c'est que votre profondeur de décharge est mal calculée. S'il vous plaît, mettez plus de batterie. Mais n'allez pas tous les jours à 80%. Une batterie ne supporterait pas, le nombre de cycles serait considérablement réduit. Donc, cherchez un 25% de décharge, voire de temps en temps un 50%. Et vous gagnerez en espérance de vie des batteries et en longueur. Très sincèrement, une batterie comme ça, qui est généralement cotée à 5-7 ans, des gens m'appellent et me disent que ça fait 14 ans qu'ils les utilisent. Donc ils ont réussi à les maximiser sur une durée double. Faites attention à ce piège-là marketing. Est-ce que c'est un C8, capacité à 8 heures, à 20 heures, qui est généralement une durée de journée, 72 heures, 3 jours, ou 100 heures? La plus commune, c'est sur 4 jours. Parce que la capacité de la batterie peut moins donner à 100 heures. Faites très attention quand vous mentionnez à moi une capacité de batterie, mentionnez bien ce 100 heures-là ou un 20 heures. Attention là encore, on préfère mettre en série les batteries. On préfère mettre des grosses batteries en série que plutôt des petites batteries et les mettre toutes en parallèle. Pourquoi? Parce qu'en mettant des batteries en parallèle, vous créez de la résistance indue.
dans les batteries. Le courant va dans une autre string de batterie et se perd et vous créez inutilement de la résistance de la batterie, donc un surchauffage, donc vous perdez la tension pour recharger les batteries, donc bref, vous perdez de l'efficacité. Les manufacturiers comme Surette et Ispen que je connais déconseillent au-delà de 3 strings. C'est globalement interdit. Et j'interdirais dans tous mes designs d'aller à 4 strings en parallèle. Comment on fait ça? Eh bien, on va prendre une autre batterie et en la mettant en série, on va aller chercher un plus gros voltage et on a sélectionné une plus grosse batterie. Mais n'allez pas au-delà de 3 strings, s'il vous plaît, parce que vous créez une grosse résistance. C'était un petit point que je voulais mentionner ici, c'est très important. En sachant que le câble, la taille de câble est assez imposante. Hein. Entre les batteries en série, c'est facilement du 1,0, 2,0. Les batteries en parallèle, c'est facilement du 2,0 ou du 4. Hein. Faites très attention. Comment on calcule le dimensionnement de la batterie? Vous prenez votre consommation quotidienne, 10 000 Wh que j'ai mentionné tout à l'heure en hiver. Vous prenez les jours d'autonomie, donc en hiver, 3 jours, ça me semble correct. On peut aller à beaucoup plus si vous voulez. Donc 10 000 Wh par 3 jours, par l'efficacité du système. Essayez de mettre une marge. On ne sait jamais comment les charges peuvent consommer votre système. Donc je mets une marge de 10 ou 20%. N'hésitez pas à la mettre. On n'est pas à 1000 Wh près. Et vous divisez ce résultat par la profondeur de décharge, généralement de 50% des calculs. Donc du coup, divisé par 0,5, vous multipliez par 2 pour les mathématiques. Le voltage, dans mon cas, je l'ai pris à 48 volts. Et puis le coefficient par froid, je n'apprécie pas trop le froid. Généralement, je mets 1 et je fais chauffer la batterie, ou je la confine. Donc pour 10 000 Wh, je fais 10 000 x 3 fois une marge de 1,2. Je divise par 50% fois 48 fois 1. 36 000 Wh divisé par 50% fois 48 volts, ça me donne 1500 Ah. Donc dans mon système, dans ma maison, 10 000 Wh, 3 jours d'autonomie, 1500 Ah, 48 volts. Donc c'est récapitulé ici. 10 000 Wh en hiver, ça me donne 15 ou 16 modules. Donc dans ce cas-là, c'est 5 strings de 3 modules pour 15 modules à moi. Un onduleur 4 kW, je l'ai pris 122,40 pour faire fonctionner un frigo, pour faire fonctionner un four. Et à l'intérieur de cet onduleur, il a 60 ampères de recharge pour charger les batteries. Ce qui est agréable sur une génératrice ou si le réseau est présent d'ailleurs. J'ai pris des batteries plomb acide, j'aurais pu prendre des batteries scellées qui coûtent plus cher. J'ai pris les batteries plomb acide 48 volts, 1500 Ah à C100. Donc 3 jours, j'ai préféré prendre le C100. Attention, les batteries plomb acide, la maintenance est nécessaire, donc il y a une petite phase d'éducation sur le client sur ce qu'est l'égalisation, ce qu'est l'absorption et quels sont les paramètres. Plus vous allez sauver dans le système, donc plus vous allez chercher 10 000 Wh, plus vous allez investir dans des charges efficaces, plus vous allez réduire votre champ solaire. Et donc vous allez réduire l'espace. Et plus vous allez réduire votre taille de batterie. Et plus vous allez réduire les coûts associés à ces batteries-là. Donc pensez ça, là où vous pouvez sauver de l'argent dans des charges efficaces, vous impactez directement le champ solaire et la batterie. Voici pour le raccordement donc un système avec 4 onduleurs. Vous voyez un onduleur 2, 3, 4 de 8 kW pour former un système 32 kW. Vous avez en dessous les batteries de 12 volts. La capacité n'est pas mentionnée, mais évidemment, ce sont des grosses batteries. Et vous avez 2 champs PV sur la droite qui sont indépendants. Donc, sur du 48 volts, on peut aller jusqu'à 15 modules, 250 watts par exemple, chacun. 15 ici, 15 ici. Donc, on peut penser que ce système équilibré, c'est 30 modules, 2 régulateurs FM80. Ici, vous avez 4 onduleurs et vous avez le champ de batterie assez imposant. Voici un système globalement.
Pour le raccordement, bah, c'est la même chose. Alors attention au upgrade, on peut virtuellement installer un peu partout. L'intégrité du toit, donc que ce soit un toit en bardeau, un toit en métal, on veut que ce soit les bonnes pièces que vous utilisez pour attacher vos rails. Privilégiez le stainless steel pour les attaches. Vous ne voulez pas qu'en extérieur, vous ayez de ce qu'on appelle le galling, la corrosion, qui crée une mauvaise continuité du courant de mise à la terre, pardon. Donc privilégiez les attaches en stainless steel, privilégiez des solutions en aluminium plus légères. Faites attention aux certifications CSA. Normalement, au Québec, en Ontario, dans toutes les provinces, il faut que vos systèmes soient certifiés. Sinon, vous ne pouvez pas et vous entrez en infraction avec la Régie du bâtiment du Québec. Donc, vérifiez vos appareils. Protégez vos câblages. Dans un système hors réseau, l'énergie est considérée comme infinie dans la batterie et à cause de ça, malheureusement, vous devez fuser ou protéger n'importe quel circuit positif. C'est obligatoire, c'est à cause de la protection de la batterie. La batterie, vous ne savez pas ce qui pouvait y arriver, elle peut court-circuiter le régulateur et endommager tous vos équipements. Donc faites très attention à ça, protégez tous vos circuits. La programmation qu'il est possible d'avoir aujourd'hui et de la voir sur Internet. Donc on peut à distance programmer, on peut à distance contrôler les équipements. Tableau d'entrée et de sortie, ben oui, lorsque vous voulez vous connecter hors réseau, vous allez généralement déconnecter votre entrée Hydro-Québec et créer ce qu'on appelle un panneau entrée sur la génératrice et un panneau de sortie sur toutes vos charges, ce qu'on appelle les charges finalement critiques. Et puis, vérifier la conformité, donc la mise à la terre. Plus tard arriveront au Québec, encore plus tard malheureusement, l'extinction rapide. Donc ça concerne la sécurité, notamment pour les pompiers qui veulent éteindre tout système photovoltaïque sur les toits. Vous savez que les pompiers laissent brûler les systèmes PV sur le toit s'ils ne voient pas ce système-là. Vous le savez, puisque malheureusement, les pompiers peuvent très bien être électrocutés par ces sources toujours actives. La différence avec un système connecté au réseau, c'est qu'il vous faut un bypass manuel. Le bypass manuel, c'est ce qui permet de faire le pont entre la génératrice et votre tableau de charge et la recharge sur vos batteries. Le bypass manuel peut littéralement isoler votre onduleur pour que vous alliez sur vos batteries et les trafiquer. Donc le bypass manuel pour alimenter la génératrice directement sur vos charges. Le raccordement cornière, encore des questions là-dessus, c'est beaucoup plus confiné, le off-grid. Donc les courants sont beaucoup plus élevés, les tensions plus faibles. Et donc veillez bien à assurer les gros câbles. Du gros câblage, souvent à la sortie des régulateurs, c'est du numéro 6 ou du numéro 4. À la mise à la terre, faites très attention que la mise à la terre doit être connectée une seule fois dans le tableau des charges et pas ailleurs. Et connectez votre négatif ici. Ne mettez pas ailleurs s'il vous plaît. J'en ai fait part hier. Je finis sur cette slide et j'en aurai fini avec la présentation. On m'a fait la demande. J'ai quelques tips à vous donner sur les batteries. Ça me prendrait 2 heures de plus de parler sur les batteries. Mais je vais vous donner quelques tips et il faut que vous vous formiez là-dessus. Les batteries, il faut les suivre. Donc généralement, même si vous avez un champ de batterie, suivez des cellules témoins. Suivez quelques batteries en particulier qui ont fait défaut par le passé. Suivez-les et généralement une par string ou 2 par string. Suivez toutes les tensions et suivez toutes les gravités spécifiques si vous pouvez rentrer dans une plomb acide. C'est très important. Vous devez noter à tous les mois l'évolution de votre système de batterie et pas m'appeler l'hiver et me dire mon système est fichu. Vous devez vous rendre compte bien avant qu'on a eu une perte de gravité spécifique. Gravité spécifique, au passage, c'est on ouvre les petits bouchons rouges et on va lire avec un hydromètre. Aujourd'hui, un hydromètre électronique, ça coûte 80 pièces, 100 pièces. Vous pouvez lire
la gravité spécifique, qui va vous renseigner, qui est la seule valeur vraie sur l'état de charge de la batterie. Vos batteries doivent être, malheureusement c'est un peu en opposition, mais doivent être à la fois ventilées, parce que ça relâche du gaz, ça relâche de l'hydrogène, et vous savez que l'hydrogène explose à contact des flammes. Ça doit être ventilé, et ça doit en même temps être confiné. Confiné parce que vous devez protéger du froid et de tout problème lié à l'environnement, à la fois de la chaleur aussi, mais aussi du froid. Donc confiné dans un espace qui soit plus ou moins isolé, si vous voulez. Vous devez avoir avec vous vos protections, je l'ai dit, vos gants, vous enlevez vos bagues, vous enlevez vos bijoux, vous devez avoir une présence d'eau, une fontaine d'eau près de vous et des gants avant d'intervenir sur les batteries et vos appareils de mesure, l'hydromètre ou le voltmètre. Faire une inspection visuelle. Vous voyez très bien si une batterie ça va ou ça va pas. Regardez la corrosion, ce qui s'est créé sur les bornes. Regardez des traces d'acide si elles sont apparues, c'est que il va falloir nettoyer avec du baking soda. La batterie a été égalisée et a mis des traces d'acide. Faites attention, ça peut blesser. Donc nettoyez tout ça. Ne laissez pas corroder sur les batteries. Nettoyez-les. Encore une fois, si vous avez de la condensation, c'est lié à des problèmes de température. Donc, veuillez bien isoler ces batteries-là. Égalisation à faire de maintenance tous les 2-3 mois. Une batterie qui a cyclé, à tous les 2-3 mois, vous devez volontairement lever le voltage à 16 volts, à 32 volts ou à 62 volts sur ces batteries-là pour maintenir les cellules. Donc il y a 3 cellules dans ce cas-là. Maintenir les cellules au même niveau. Si vous oubliez d'égaliser une batterie plomb-acide, c'est fini. Une cellule va l'emporter sur les autres et il va drainer la batterie vers le bas. Et c'est très très dur à récupérer. Donc, renseignez-vous sur ce qu'est l'égalisation. La clé, c'est l'absorption. Souvent, les gens n'absorbent pas assez dans la journée les batteries. Ça veut dire que le solaire n'a pas été paramétré pour ça, ou qu'il y a trop de batteries par rapport au solaire, ou qu'il n'y a pas assez de solaire. Donc, veillez à ce que l'absorption soit bien faite et soit suffisamment longue, 2-3 heures. On ne parle pas nécessairement d'une heure, mais on parle d'un peu plus, pour que les batteries soient bien cyclées et absorbées. Viennent ensuite seulement l'égalisation et l'ajout d'eau. Petit détail, si vous quittez votre bâtiment et que vous laissez les batteries, ne les laissez pas inactives. Elles vont se décharger, elles vont frigorifier. Vous devez laisser le solaire tout le temps absorber les batteries en journée. S'il vous plaît, quand vous quittez le bâtiment, laissez votre champ PV allumé sur les batteries. Vous coupez l'onduleur, mais vous laissez votre régulateur allumé. Un petit détail, opposez le régulateur à l'onduleur. Si vous avez 2 strings, vous mettez une string côté régulateur et la deuxième string, vous la mettez côté onduleur pour que le courant entre et sorte de manière symétrique. C'est un tout petit détail, mais ça arrive des fois. Enfin, ne pas mélanger les batteries, ça me semble évident. Les batteries AGM, gel, plomb acide n'ont pas les mêmes caractéristiques, que ce soit de tension, de comportement, de décharge, de cycle de vie. On ne mélange pas des batteries ensemble. C'est le dernier point, j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est interdit. Si vous faites ça, vous tuez vos batteries. L'une va être une charge, puis l'autre va être la source, et inversement selon la journée. Et vous avez dit adieu à votre bande de batterie. Voilà pour quelques points. Je pense que j'ai une séance de questions. Ouais, Al, par rapport, il y a beaucoup de questions quand même qui sont assez, j'ai envie de dire, comme privées et qui demanderaient peut-être, je conseillerais aux gens d'envoyer un mail parce que c'est des questions sur des dimensionnements ou des questions qui sont assez personnelles. Donc je pense que de t'envoyer un email serait peut-être plus efficient pour ce genre de questions. Voilà. Après, on a juste, est-ce que tu pourrais remettre le lien de la première journée sur le chat parce qu'il apparaît pas. Quelqu'un m'a dit qu'il n'arrivait pas à y accéder. Donc ça, c'est pas mal. Il est dans la à faire. section, il est dans la section chat.
Tu le vois, toi, Julien? Non, je le vois pas non plus, donc c'est par rapport à ça que... Ah, oui. La section chat, elle est que aux organisateurs, c'est pour ça. Euh, on va Il aller faut que plus tu le simple. publies. Ouais. On va aller Vas-y, plus vas-y. simple. Allez sur YouTube et tapez HESPV à l'entrée. Les liens seront présentés connectés au réseau et hors réseau. Vous faites D'accord. YouTube, HESPV et vous y êtes. Les deux futures présentations seront en français. Le lien est trop complexe à vous dire et j'arrive pas à le recopier. Non, mais Euh, je pense qu'en passant par YouTube et en indiquant attends, HESPV, ça semble attends. clair. J'ai mis, voilà, Ah, ça y est, j'ai ça mis tout le apparaît. monde. Si, ça Voilà. y est, donc tout le Voilà monde peut avoir le lien accès à à la la première première journée, ouais. Ouais. présentation et vous aurez la Voilà. deuxième bientôt. Merci Ouais, pour le détail. voilà. Donc voilà. Et après, donc comme je disais, les questions sont assez précises. Donc j'encourage les gens à écrire un email, à t'écrire un email personnellement et peut-être exposer leurs questions ou avoir une conversation téléphonique. Les coordonnées de toute façon sont inscrites donc sur ta page là. Voilà. Mhm. Oui, il y a mon email qui apparaît. C'est sûr que le hors réseau, il y a euh, n'importe quelle application pourrait être couverte, n'importe quelle énergie, n'importe quelle batterie, n'importe quelle taille d'onduleur. C'est vaste, c'est très vaste. Je vous ai présenté la méthode générale, les calculs de consommation, le sizing du régulateur, le sizing de la batterie, un sizing possible de l'onduleur. Si vous appliquez ça et que vous prenez de l'expérience peu à peu, vous deviendrez bon en dimensionnement hors réseau. Donc peu à peu, vous serez en autonomie sur ce dimensionnement-là. C'est ce que j'attends de la part de cette présentation. Il n'y a pas d'autres questions, Julien? Non, ben, comme je te disais, voilà, c'est des questions, je pense, qui méritent d'être envoyées plus directement, quoi, plus spécifiquement. Voilà. Ok. Encore une fois, si vous voulez aller plus en détail, on a une formation à Barry le 9 et le 10 avril, beaucoup plus complète hein, sur les installations. C'est fait en Ontario, il y a des professionnels qui viennent là-bas. C'est pour des électriciens. C'est le 9 et le 10 à Barry. Vous pouvez me demander le lien si vous voulez. Je pourrais vous envoyer à ce séminaire-là. Donc c'est en anglais par contre, mais c'est très exhaustif. C'est bon, Julien, on est bon? Oui, c'est bon pour moi. Voilà, il n'y a pas de problème. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé. J'espère que j'ai résolu quelques questions, quelques doutes. Encore une fois, excusez-moi, mon lien apparaît. Mon extension c'est le 211 et puis mon email. Vous pouvez me joindre par email vos questions et puis ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne saison solaire au Québec et dans les Maritimes et ailleurs si on nous voit. Et je vous souhaite à bientôt. Merci. Merci. Al.